Bonsoir, voilà, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, merci de suivre Numérica Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro de Noticias sur votre antenne. Comme vous le savez, cette émission est une émission, je vais dire un magazine qui commente et analyse l'actualité en République démocratique du Congo, mais beaucoup plus l'actualité politique. Et comme vous le savez, politique, c'est entre autres on va dire, les supputations autour du calendrier électoral pour tenir à des élections en République démocratique du Congo, des élections qui devront se faire en principe au 31 décembre selon l'accord signé le 31 décembre au centre interdiocésain par les délégués aux discussions autour des évêques de la commission électorale de la conférence épiscopale nationale du Congo. Alors, au regard du contour, du contexte politique, pour certains analystes, il n'y a pas élection cette année. Il n'y aura pas élection. Des analystes, peut-être des experts de la CENI, qui parlent dans les coulisses de 2018, il y en a qui parlent de 2019, alors qu'à l'opposition, opposition rassemblement, on attend de pied ferme la tenue de ces élections, notamment si on nous a annoncé au rassemblement limité dirigé par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi que si au 30 septembre 2017, il n'y a pas calendrier électoral, enfin, le rassemblement passera à la vitesse supérieure. On va voir ce qu'on est finalement, où est-ce qu'on en est au rassemblement pour exiger la tenue des élections cette année conformément à l'accord. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Abraham Lwakabonga. Il est chargé de la communication de l'UDPS et porte-parole de Félix Tshisekedi, le secrétaire national adjoint du parti. Monsieur Abraham Lwakabonga, bonjour, bonsoir. Bonsoir Madame Rachel. Merci de répondre à notre invitation. Alors avec vous, on va évoquer toutes ces questions, notamment les débats autour finalement de l'apport des assemblées provinciales, les organes délibérants en République démocratique du Congo, avec toutes ces crises qui sévissent dans ces assemblées provinciales, notamment l'affaire passeport. Vous avez suivi à l'Assemblée nationale l'aboutissement de cette interpellation. La question aura l'adresser au vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères. Mais venons-en d'abord à la question qui intéresse particulièrement le rassemblement, l'UDPS qui fait partie de ce rassemblement. À ce stade, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui vous suivent? On en est où avec le combat pour la tenue des élections cette année conformément à l'accord? Madame, merci. Épineuse et question centrale. Nous y avons réfléchi. Nous avions dans le temps dénoncé les manœuvres dilatoires qui étaient ici instituées par ceux qui nous gouvernent. Et nous savions que nous allons fatalement aboutir à cette situation qui était laquelle, à ce que 2017 ne soit pas l'année où l'on aurait des élections présidentielles comme prévu, selon l'accord que nous avons tous signé à la CENCO, comme vous l'avez si bien souligné. Pour ce faire, le rassemblement a établi une feuille de route avec des actions de désobéissance civile qui devraient prendre effet à partir du mois d'octobre, à partir du 1er. Et la première vague que nous assistons à l'heure actuelle, c'est la sensibilisation. Vous comprenez bien qu'il faudrait expliquer au peuple congolais les raisons pour lesquelles nous avons décidé de prendre cette voie-là. Nous avions accordé une chance et continuons à penser qu'en face de nous, la mouvance présidentielle pourrait revenir sur ses pieds et comprendre l'intérêt qu'il y aurait d'organiser des élections dans un délai le plus bref, conformément à ce que nous avions tous souscrit à la CENCO. Mais nous nous rendons compte que c'est un discours qui n'est pas écouté et qu'il faudrait que la population ici, qui est souveraine, qui est le souverain primaire, s'implique également. Madame, depuis pratiquement un mois et demi, sans bien même que le rassemblement ait lancé officiellement ce cahier de charges, les Congolais ont commencé à se prendre en charge. Regardez les fonctionnaires, les professeurs d'université, les professeurs, les médecins. Il y a toute une catégorie de la classe sociale ici en RDC qui a compris le danger qu'il y a à laisser
le gouvernement Bruno Tshibala ainsi que cette mouvance. Des médecins qui étaient en grève mais qui ont repris du travail, des enseignants à l'école a repris, à l'université, l'école va reprendre. Et Madame, combien de temps cela dure? Exactement. Maintenant, le problème, c'est que vous savez, nous ne sommes pas là pour que l'on puisse nous dire, voilà, ils font la politique de la terre brûlée, ils ne voudraient pas, eux ont déjà leur diplôme, ils ne voudraient pas qu'une certaine catégorie de jeunes ou d'autres personnalités le fassent. C'est pour ça que nous disons, nous avons lancé une campagne de sensibilisation. Vous sensibilisez qui, comment? La population congolaise au travers des matinées politiques. Les 10 plateformes ou les 10 entités qui font partie du rassemblement font leur devoir. Aujourd'hui, à l'UDPS, au travers... Mais ça ne se sent pas sur... ça se sent pas, on est déjà... Madame, la première province qui a... Pratiquement la première quinzaine du mois d'octobre. La première province qui a réagi, c'est la province du Kasaï, notamment la ville de Mbujimayi. À peine cette campagne a été lancée que l'on a assisté à des arrestations, plus d'une centaine de nos combattants de l'UDPS et d'autres partis politiques qui ont été brimés. La même chose à Lubumbashi, matinée politique refusée. Donc ici, nous voyons que malgré le fait que nous usons de nos droits constitutionnels, qui sont ceux de pouvoir nous réunir, qui sont ceux de pouvoir bavarder ou tenir langage avec notre peuple, cela nous est même bafoué. Que dire ou que faire? Nous allons continuer, et je crois dans très peu de temps, il y aura des tournées qui vont se faire dans les différentes provinces pour que cette sensibilisation soit effective, et au moment voulu, nous allons monter en puissance pour faire comprendre aux uns aux autres qu'on doit arrêter de prendre la chose publique de cette manière-là. Madame, est-ce que ce n'est pas une mesure d'essoufflement, finalement? Madame, on nous a... Appelé à la désobéissance civile, vous savez que ça risque de ne pas très bien marcher. La mayonnaise va prendre du temps pour prendre, mais entre-temps, on aura déjà dépassé certainement le 31 décembre, parce que vous le savez aussi qu'il y a des Quinois et des Congolais qui ne suivent pas l'appel, qui se disent autant mieux, allons-y carrément, on n'a pas besoin d'un bain de sang, on n'a pas besoin de brûler ce pays, on va y aller, les élections seront organisées. Mais est-ce que ce n'était pas une proposition pas très bien mûrie? Non, madame. Vous vous sentez un peu trop essoufflé? Non, madame, non, nullement. Vous savez, j'ai participé à plusieurs marches, à plusieurs actions qui ont été organisées par le rassemblement. Le degré de violence auquel j'ai assisté, les arrestations arbitraires. J'aimerais vous dire que depuis le début de l'année, près de 600 combattants de l'UDPS sont dans les géoles ici. Pas plus tard que la semaine dernière, avec le secrétaire général intérimaire, le docteur Iteni, nous avions été reçus à l'ANER, nous avons été chercher pour obtenir la libération de nos combattants. Madame, même des biens. Je me suis retrouvé à Limité avec le responsable de la police qui a arrêté depuis pratiquement 60 jours une cinquantaine de motos. Pour quelle raison, je n'en sais pas. Qu'est-ce que les motos ont à voir avec les personnes? Non, c'est de vous dire. Mais c'est une sensibilisation. Nous avons opté. Madame, imaginez, nous avons fait dans ce pays, il n'y a pas très longtemps, 2 jours de ville morte. Elles ont été effectives. Est-ce qu'aujourd'hui, faudrait-il aller... 2 journées ville morte et après? Madame, la vie a continué. Ce sont des éléments qui nous permettent... Vous n'avez pas obtenu le calendrier électoral. Madame, nous y arrivons. Tout ce que nous savons, c'est que M. Corneille Nangaa a dû se rendre plus d'une fois à Washington, à New York et ailleurs. Alors il y revient encore récemment. Il y revient. Et nous avons des informations, j'aimerais dire, les dernières informations nous parleraient de septembre 2018, au moins, si pas 2019. Est-ce que les Congolais sont-ils prêts à avaler cette pilule amère? Je ne crois pas. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui nous aident aujourd'hui à aller dans une campagne de sensibilisation afin que, parce que notre chronogramme parle de quoi? De la date du 31 décembre, date butoir, où nous souhaitons et nous allons pousser jusqu'au bout avec tout ce qu'il y a comme appareil constitutionnel. C'est-à-dire pour quoi? que Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez 31 appeler les Congolais à sortir encore dans la rue? Mais madame, c'est tout ce qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous voulez qu'ils restent chez eux? Alors que certains ont leur famille à l'étranger, alors que les autres ne sortiront pas, alors que les uns seront en tournée européenne, tournée américaine, des pauvres Congolais qui sortiront dans la rue. Madame, je ne sais pas tenez compte de cette Je ne sais pas de qui vous parlez aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a que ceux qui sont nantis qui ont leurs enfants à l'extérieur. La majorité des Congolais moyens que nous sommes ici vivons dans ce pays, traversons ce que nous traversons. Je vis dans un quartier, je crois que vous habitez un peu plus haut que chez moi. Pendant 3 jours à ma campagne, on n'a pas eu d'électricité. Jusqu'à ce que je vous dis, personnellement, j'ai dû sortir 20 $ le samedi pour qu'on rachète un câble, officiellement pour qu'on me répare et que mon quartier revienne à la lumière. Est-ce que
je devrais le laisser faire ou bien agir, je l'ai fait pour le bien de la communauté. Pour vous dire quoi, madame, vis-à-vis de cette exaspération, cette population est paupérisée, elle est impayée, elle vit sous le seuil de la pauvreté, selon, vous avez les rapports, vous l'avez lu, vous avez lu de l'UNICEF. Devrions-nous continuer de cette manière? Quand bien même vous parlez de rentrée scolaire ou de rentrée académique, combien d'élèves sont rentrés? Combien d'étudiants sont rentrés? Quelqu'un peut-il me donner un chiffre? Et je crois, et je suis sûr que le taux, par rapport à l'année 2016, a dû baisser. Pour la simple et unique raison qu'il est, même ceux qui sont au gouvernement, tenez, même ceux qui sont à la présidence, accusent des retards. Gouvernement de la ville de Kinshasa, retard, des arriérés de plus de 2-3 mois. Donc croyez-vous que dans cette circonstance, beaucoup vont rester à la maison? Non. Beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est vrai, sont en train de défendre leurs intérêts selon leur bord. Ceux qui sont à côté, dans la mouvance, ne le disent pas tout haut, mais quand vous allez dans des salons, les gens vous disent qu'ils en ont marre. Et nous allons le justifier, madame, très bientôt, en demandant à ce peuple de pouvoir prendre ses prérogatives. Le 64 est clair. Et après, nous allons être sortis dans la rue, après avoir marché. Madame, on obtient quoi? Notre première démarche a été laquelle? De convaincre la communauté internationale. Et je suis très heureux d'entendre, de savoir que l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies sera des nôtres à partir du 21. Elle est porteuse d'un message. Je suis très heureux d'avoir lu, vous l'avez lu également, que le Sénat américain, au travers 6 ou 7 sénateurs, ont écrit officiellement au président Donald Trump pour lui demander d'ouvrir un œil et d'amener des mesures coercitives en RDC. La politique congolaise s'est faite au Congo. Madame, vous savez, c'est ce que les gens nous font croire. Vous savez, les grandes décisions se font. Et d'ailleurs, vous avez suivi vous aussi le chef de l'État devant la tribune des Nations Unies, dans son discours. Devant des chaises, non à l'ingérence. Devant les chaises vides, ça j'ai vu. Vous parlez des chaises vides. J'ai vu. Mais tous ces présidents qui étaient là, ces chefs d'État, ont suivi ce discours, l'ont lu, l'ont entendu, l'ont écouté. Nous avions compté et on fait... Présent ou pas, vous avez suivi leur permis aussi. On dit qu'il ne s'agissait pas d'un concert pour faire un maximum. Madame, un plein, ou un guichet fermé. Madame, vous savez, il y avait 43 personnes dans la salle. Mais au moins le discours de Kabila a apporté. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je me dis c'est une occasion encore ratée. Mais je suis heureux d'une chose, et je peux le dire en regardant la caméra, c'est son dernier discours aux Nations Unies. Ça, nous savons. Ça, c'est selon vous. C'est selon ce que nous avons signé à la Cinco. C'est ce qu'il a remis en selle. Okay. C'est pas la Constitution seulement, c'est l'accord. Ça, c'est selon vous. L'accord. Mais vous étiez avec moi à la Cinco, madame. Vous vous souvenez, le jour de Nouvel An? Nous avions quitté cet endroit aux alentours de minuit. On s'est présenté nos vœux sortant de la Cinco, heureux, nous disant, bon, Seigneur, merci. En 2017 va être meilleur, mais malheureusement, en face de nous, je crois qu'il a peut-être manqué de l'eau bénite sur la tête des uns et des autres pour que nous puissions voir l'application de cet accord qui, aujourd'hui, occasionne des morts, occasionne des arrestations, des crises cardiaques dans ce pays. Je crois que nous allons lentement et sûrement, madame, atterrir. M. Joseph Kabila, au 31 décembre 2017, ne sera plus président dans ce pays parce que nous avions signé un accord. Je ne vois pas par quel artifice il va essayer de revenir. Après avoir marché, c'est ainsi que Kabila va démissionner? C'est ainsi que Joseph Kabila va... quitter? Madame, au Togo, pas très loin de nous, la population s'est prise en charge. Je sais que ce sont des images qui seront bannies dans les chaînes nationales ici en RDC pour que la population ne fasse pas de même, mais je crois que les Togolais, qui ne sont pas différents des Congolais, ne sont des Bantous comme nous. Si eux se sont levés pour demander à M. Faure de laisser tomber, pourquoi pas les Congolais? Et je crois que les Congolais qui ont cette culture, Dixit lui-même, monsieur Kabila, qui a dit un jour que le peuple congolais est un peuple politiquement fort et mature, je crois que ce dernier a compris les enjeux. Les enjeux sont lesquels nous devons avancer. Pas question d'avoir accordé près d'1 milliard de dollars de gestion à un Premier ministre pour qu'il organise des élections et qu'il en ait fait autre chose. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est des universités ou des écoles privées construites dans son village. Très bien, mais nous espérons qu'un jour, il y aura une audite et qu'on posera les questions de savoir où est passé cet argent. Pourquoi, madame, chaque année? En 2011, c'était quoi? On a changé une loi électorale, on est passé de 2 tours à 1 tour parce qu'il fallait absolument que M. Joseph Kabila soit réélu. Faites, nous sommes d'accord. 2017, nous disons non, no way. Nous avons été à la Cinco, comme les Quinois le disent vulgairement, c'est une clé boa. Cette clé-là ne passe pas. Tout le monde l'a dit en sortir des Nations Unies, qu'il fallait quoi? Qu'il fallait un peu plus d'inclusivité. Et même plus grave, on a demandé ici de la mise en application intégrale de cet accord. Qu'est-ce qu'on entend par intégral? Et tout le monde demande en urgence qui est un calendrier électoral. Madame, nous allons l'obtenir. Si celui-ci ne correspond pas à ce que nous sommes dit, nous allons battre la rue et nous allons appeler les Congolais à se prendre en charge. La mise en application intégrale pour vous suppose quoi? Madame, c'était quoi la mise en application intégrale? Premièrement, nous avions été là-bas pour trouver une décrispation politique. Elle passait par quoi? La libération
des prisonniers politiques. Il n'y en a aucun. L'ouverture des médias, aucun. Public, l'arrêt des dédoublements des partis politiques, rien n'est fait jusqu'à ce jour. La mise en application également, madame, je vais revenir. Il y a la nomination d'un premier ministre. Exact, j'allais revenir. Il y a un premier ministre qui est nommé, madame, conformément à l'accord. Est-ce que... Non, madame. Le Conseil national de non, suivi de l'accord. Ce qu'il y a eu, c'est son président. Madame, ce qu'il y a eu ici, c'est ce qu'on appelle les dérangements particuliers, j'aime bien ce terme, parce que ce que nous étions convenus à la Cinco, ce n'était pas cela. Il était convenu à la Cinco que le Premier ministre sortirait du rassemblement. Il n'y avait pas 2 ou 3 candidats, il y avait un nom connu par tout un chacun. Ce nom a été même proposé à M. Joseph Kabila, s'il a préféré faire un autre choix, parce que tout simplement il avait constaté que M. Étienne Tshisekedi, paix à son âme, n'était plus et qu'il pouvait à ce moment-là créer ou recréer des hommes ou recréer des structures. Malheureusement aujourd'hui il doit se mordre les doigts parce que quand bien même Bruno Tshibala est là, les choses n'avancent pas, et encore moins avec M. Joseph Olengankoyi à la Sensa, qui pratiquement n'a pas le poids politique de celui qu'on espérait voir jouer Étienne Tshisekedi. Supposons la nomination, prenons d'abord le cas de la nomination du Premier ministre conformément à l'accord. Est-ce que le piège n'est pas venu, le rassemblement n'a pas été piégé? Parce qu'une question que j'ai suivi un expert se poser la question de savoir pourquoi avoir accepté l'arrangement particulier pour la mise en œuvre de tout ce qui a été dit dans l'accord. Et c'est ça finalement qui a créé, comme vous le dites, ce dérangement particulier, parce que ça a été clair dans l'accord. Le Premier ministre sortirait du rassemblement, qu'il y aura des élections à la fin, d'ici le 31 décembre, et que la CENI, le gouvernement, la tripartite, pour avoir examiné finalement comment parachever le processus électoral qui aura déjà commencé. Le fait de dire arrangement particulier, c'était pas ça un accord dans l'accord ou un dialogue dans le dialogue? Madame, je crois que la volonté qu'il y a eu auprès des personnes qui étaient réunies dans cette salle, c'était compte tenu de la longueur des débats. On s'est dit, allons d'abord à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? On s'accorde sur la périodicité. 1 année, pas plus. Joseph Kabila redevient président de la République alors que son mandat s'arrêtait au 19 décembre 2016 à minuit. Il redevient président jusqu'au 31 décembre. 2, on va organiser des élections avant la fin de l'année 2017. 3, le gouvernement, pour raison de contrôle, pour raison d'efficacité, pour que nous puissions aller à ces élections, sera remis à l'opposition / rassemblement. Donc je crois que... tout cela était des verrous. Et le Sensa est accordé à la personnalité du docteur Étienne Tshisekedi, qui, vu son poids politique, pouvait, en tant que responsable du Sensa, convoquer le président de la CENI ou encore le chef du gouvernement pour pouvoir faire des meilleures évaluations. Je crois que la volonté que nous avions tous manifestée, alors qu'on aurait pu demander plus, j'aimerais dire aux Congolais, on aurait pu demander simplement la dissolution du Parlement ou encore du Sénat, ou demander un partage... Peut-être que vous n'avez pas mis assez de garde-fous. Madame, nous n'avions pas été à la Cinco dans le but de faire un partage de pouvoir. Je crois qu'on a démontré cette bonne volonté-là. Ce n'était pas simplement y aller. Et la preuve, on discute et qu'on tombe sur 13 postes ministériels seulement, ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi? C'est sécuriser les 600 ou 700 millions de dollars qu'il faudra donner à la Cinco pour qu'il y ait des élections dans ce pays. C'est ce que nous cherchons. Ceux qui aujourd'hui veulent nous amener vers un faux débat. Madame, je rappelle que la mouvance présidentielle a tenu des rencontres secrètes avec l'UDPS avant qu'il y ait le dialogue ou de l'OUA ou encore celui de la Cinco. Des propositions ont été faites, mais l'UDPS n'a jamais été partie prenante. Si l'UDPS était vraiment à la recherche de la gestion simplement de la primature ou bien aller à la mangeoire, il l'aurait fait à l'époque. Et il n'y avait pas encore à l'époque le G7, ni encore moins la R et toutes les autres composantes qui sont venues, ni même le rassemblement. Donc ici, il faudrait comprendre que la volonté que nous avons, madame, c'est qu'on aille tout simplement aux élections. Si M. Bruno Tshibala avait été capable d'organiser avec la CENI, en dotant la CENI des moyens nécessaires pour qu'il y ait des élections avant le 31 décembre, je crois que tout le monde au rassemblement se serait frotté les mains. C'est ce que nous attendons, qu'on aille sur le terrain et que le peuple nous juge. Est-ce qu'en face de nous, ceux qui ont à gérer cette République pendant autant d'années, qu'est-ce qu'ils ont comme bilan? Peuvent-ils vraiment aller le défendre quelque part? Ah, donc, fait ça. Abraham Lwakabwanga, madame. Maintenant, tout est pratiquement clair qu'il n'y aura pas élection. Et si Joseph Kabila ne partait pas, par quel autre mécanisme allez-vous le déboulonner pour qu'il, finalement, qu'il quitte, on va dire, qu'il démissionne
de la présidence de la République? Par quel autre mécanisme? Ou par quel mécanisme? Madame, le Congo... Alors qu'à la majorité en face, c'est l'article 70 de la Constitution qui est mis en avant-plan. Nous utilisons et une Constitution qui est au-dessus de l'accord. Madame, l'accord est venu en complément de cette Constitution. Par ailleurs, il y a certaines lois qui aujourd'hui doivent encore être votées pour qu'elles puissent asseoir ce fameux accord que nous avons signé. Mais madame, j'aimerais dire ceci. Dans le concert des nations, parce que le Congo n'est pas un électron libre, que ce soit à l'ONU où nous avions été également une délégation, nous avons convaincu, que ce soit nos partenaires bilatéraux, la communauté européenne ou encore les États-Unis, le message est clair. On parle de l'intégralité de l'application de l'accord. Tout le monde revient à cette intégralité-là. Tout le monde revient sur le respect de cet accord. Ça voudrait dire quoi? Tout le monde revient, mais tout le monde n'est pas acteur. Madame, mais la vie politique se fait en République démocratique du Congo, si c'était en RDC que la politique se passait, je ne vois pas ce que fait M. Nanga à Washington et ailleurs. Je ne vois pas ce qu'il y fait. Pourquoi il va annoncer la sortie du calendrier sur RFI, qu'il vient l'annoncer sur la chaîne Numérica? Comme ça, je crois que vous le méritez quand même. Pourquoi doit-on aller faire des grandes déclarations que sur des chaînes étrangères? Qu'on nous le dise ici. Qu'on vienne nous le dire. Si ça ne se passait pas à l'extérieur, je ne vois pas pourquoi il y aurait eu une si grande délégation. Vous savez combien ça coûte une chambre d'hôtel à New York pendant la session de l'ONU? Madame, ça environne les milliers de dollars. Cet argent qu'on a de la République qui a été pratiquement jeté volo et toutes ces missions que l'on connaît qui se font tous les jours quand ce n'est pas le ministre Cheikh Tundu, c'est Raymond Chibanda ou d'autres personnalités de cette mouvance qui écument les rues à Washington et les bureaux pour essayer de se battre pour rester au pouvoir. Nous avons fait le même travail qu'on ne nous reproche pas aujourd'hui parce que nous avons compris la démarche et qu'on aille se battre à l'international pour convaincre lorsqu'ils viennent dire une chose et qu'on vienne détruire en disant voici les vrais arguments pour qu'à la fin les gens se disent mais écoutez, est-ce que la vérité ne serait-elle pas du côté du rassemblement? Nous ne voulons pas embraser le pays, madame, retenez-le. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à un certain moment dans ce pays, qu'on soit sérieux. Lorsqu'on s'est engagé par une signature, qu'on respecte sa signature. Monsieur Joseph Kabila, au 31 décembre 2017, pas d'élection, vous démissionnez, nous nous retrouvons... C'est si simple à dire. Madame, mais c'est simple. Démissionner, c'est simple. C'est prendre un papier et dire, écoutez, voilà, moi, Joseph Kabila... Simple à dire, mais dans la pratique, vous savez que ça va être impossible. Impossible n'est pas... Et si Kabila ne démissionne pas, qu'est-ce qui arrive? Impossible n'est pas... Et s'il ne démissionne pas? Madame, nous allons l'y contraindre. Nous allons l'y contraindre avec les moyens légaux. Ils utilisent le 70, nous utilisons le 64. La légitimité vient du peuple. De quel droit vous assumez? Qui comprend 2 alinéas. Et madame, le premier alinéa, c'est celui qui nous intéresse. Et le deuxième? Le deuxième, il ne sera pas en application. Il vous sera opposé. Madame, vous savez, tous les jours ici, on nous enlève, tous les jours on nous maltraite, on nous brime, on nous empêche de voyager. Nous sommes un peu vaccinés par rapport à cela. Mais nous disons, à nos tortionnaires, que nous nous battons pour eux. Vous savez, quand Oui, madame. Est-ce que c'est réel? Vous faites un combat réaliste et réel. Oui, madame. Au sein de l'UDPS, oui. Au sein du Rassemblement L'Unité. Est-ce que vous regardez en face, vous dites on prend telle mesure, on arrivera à tel résultat? Madame, sachez une chose, au 19 décembre 2016... Ou à un certain moment, il vous arrive peut-être de vous dire, là on se trompait, nous nous sommes trompés, mais que dire à la population? Madame, comment faire ce rétropédalage? Madame, parce qu'on sait bien que les élections ne se tiendront pas. Et on sait peut-être bien que Joseph Kabila ne partira pas de la tête du pays. Mais on continue à insister. Pourquoi? Madame, on lit, et certains croient, que M. Joseph Kabila ne partira pas. Est-il invincible? Est-il immortel? Je ne sais pas. J'ai vu dans ce pays plusieurs présidents partir contre leur gré, malgré qu'on leur avait déjà signifié qu'ils devaient partir. Devrais-je le rappeler? Non. Et c'est dans ce pays ici que nous espérons que pour une fois, sérieusement, il y aura une alternance. J'aurais voulu paraphraser Lambert Mende, qui un jour a dit en 2016, il y aura une alternance, il y aura une passation pacifique. Mais nous devons tenir au mot. Mais parce que les élections ne se sont pas tenues. Mais madame, mais le milliard de dollars est passé où? Parce qu'il y a une volonté ici, nous disons, de vouloir, il y a eu un terme, hein, vous mettez là, glissement, nous sommes en plein glissement. Jusqu'à quand allons-nous glisser? Si nous n'étions pas responsables, madame, on serait rentrés. Je vous rappelle que l'UDPS, face à la majorité, à l'époque de Kabila, on s'est retrouvés dans 2 villes en Europe. On aurait pu se dire, on coupe la poire en 2, vous prenez ceci, nous prenons cela, et nous avançons, et nous allons avoir une transition d'autant d'années avant de donner les élections.
On ne l'a pas fait. Lorsque certaines propositions malencontreuses sont venues sur la table, nous avons dû dégager et dire on ne marche pas comme ça. Et après, il y a eu la création du rassemblement et nous avions souhaité, et nous y sommes arrivés, avec la Cinco, à nous asseoir, croyant que nos amis d'en face étaient sérieux, mais malheureusement, tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils auront à le regretter très bientôt parce que les Congolais comptabilisent. Vous suivez Corneille Nangaa qui revient de Washington, des États-Unis, finalement, qui a parlé des élections et donc il faudra attendre la publication du calendrier, certainement après la deuxième réunion, disons la réunion tripartite, le gouvernement, le SENSA et la Commission électorale nationale indépendante. C'est parti pour 2018. Et quel est le sort d'un calendrier qui sera publié par un gouvernement qui se sera mis ensemble autour d'une table avec la CENI et le SENSA auquel vous ne faites pas partie? Ça veut dire que c'est déjà un calendrier électoral voué à des critiques au sein, par vous, du DPS Rassemblement, opposition radicale. Madame, nous l'avons déclaré haut et fort que si ce calendrier ne correspondait pas à ce que nous nous sommes dit au niveau de la Cinco, nous allons demander à ce peuple, à notre peuple, de se prendre en charge. Madame, vous savez... C'est déjà une contestation en avance, parce que, parce que vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas au SENSA, vous n'êtes pas au gouvernement, vous n'êtes pas à la CENI, et donc ce calendrier électoral, pour vous, c'est déjà un mort-né. Madame, ne le prenez pas de cette manière pour ces raisons-ci. Premièrement, qui sont ses représentants? Aujourd'hui, la CENI n'est pas indépendante du tout. Elle ne peut rien faire sans qu'elle... Elle ne peut tousser, elle n'est que le reflet de la volonté. Madame, nous l'avons dit, redit poliment, plusieurs fois, nous avons écrit... Qu'est-ce qui vous fait dire que la CENI n'est pas indépendante? Madame, je n'ai jamais entendu M. Corneille Nangaa taper du poing sous la table pour dire, par exemple, on ne m'a pas donné des moyens ce mois-ci, j'ai mon personnel à CENI qui est impayé, même ceux de la ville de Kinshasa sont impayés, vous pouvez promener votre caméra, vous en verrez plus d'un millier qui se sont retrouvés, qui ont fait un travail, qui ne sont pas payés, et plus grave encore. Je vous donne le cas de ma province. Je suis né au Kasaï central. L'enrôlement aurait soi-disant commencé. Je dis, c'est la dernière province. Aujourd'hui, on nous parle de 3 mois. Mais si M. Corneille Nangaa, qui est un grand technicien, qui connaît comment fonctionne, comment devrait fonctionner l'enrôlement en RDC, il suffit qu'il rajoute autant de machines. Je crois que l'enrôlement dans le Kasaï, au lieu de prendre 3 mois, n'en prendrait qu'un seul. On aurait gagné du temps. On ne voit pas, on ne lit pas, ce genre d'action. Kinshasa, vous le savez, il y avait rares étaient les centres dans lesquels on a trouvé plus d'une machine. Pour quelle raison? Parce qu'on veut retarder, parce qu'on veut prendre du temps. Nous avions bien compris que la CENI qui est inféodée au pouvoir, tout encore moins le SENSA. J'étais surpris d'entendre Joseph Olenga-Nkoyi, qui pourtant a fustigé M. Joseph Kabila plus d'une fois, demander au peuple congolais d'avoir de l'amour pour celui qui avait combattu hier. Et que dire de M. Bruno Tshibala, qui tout récemment nous a dit, j'ai rencontré M. Joseph Kabila, quelqu'un qui écoute, bref, je me suis dit, ok. Pourtant, j'ai milité avec ces personnes. Nous avions été dans les rues de Kinshasa, nous avions été dans les rues ailleurs, dans d'autres pays, à voir le comportement aujourd'hui de ces personnes vont se retrouver, excusez-moi, autour de leur nouveau patron. Okay. Je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire ou ce qu'elles pourraient faire à l'encontre de ce dernier. Je crains que cette rencontre soit encore une messe basse. Parce que vous aussi, vous l'avez approché. Madame, vous savez, nous avions... Vous approchez Joseph Kabila. Madame, nous avions certainement que vous découvrez un autre homme, contrairement à ce qu'on vous dit, et que vous changerez peut-être de langage. C'est ce qu'on a si on assiste à ça. Madame, on est habitué à ça. C'est malheureusement ce qui se passe. Et il y en a qui utilisent finalement l'opposition comme une vitrine pour se vendre à la majorité présidentielle. Et l'opposition devient une pépinière pour la MP. Madame, je ne voudrais pas répondre un peu d'une manière simpliste. Les exemples sont les gens. Hein. Oui, c'est normal. Mais je dis ceci, lorsque vous faites de la politique et les convictions, quelles convictions animent des personnes qui hier ont déclaré une chose et le lendemain une autre? Je crois que vous, de la presse, devrez aider. Vous devriez aider ces gens pour dire, écoutez, voilà, telle personne a déclaré, voici ses déclarations, les 6 derniers mois, et voici ce qu'il y a eu. Et ceci va permettre... C'est ce qui se fait tous les jours. Merci, madame. Puisque le ridicule ne tue pas. Madame, je vous prie de continuer dans cette mesure, parce que ça va nous aider, nous. Et c'est pour cela que nous sommes confiants et assurés d'une victoire aux élections, à moins que la tricherie ne soit effective et que nous ne parviennons pas à contrôler la CENI. Mais si nous allons contre ces personnalités
dans des élections, dans des débats, je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire ou ce qu'elle pourrait dire aux Congolais qui sont avertis aujourd'hui. Tout ce qu'ils demandent, c'est quoi? Allons aux élections, pas pour recevoir un t-shirt et une bière, mais pour qu'ils puissent faire un bon choix, le bon choix du meilleur candidat qui va faire la meilleure gestion. On va aller aux élections. L'UDPS c'est déjà choisi son candidat président de la République. Nous allons aller au Congrès et à partir du Congrès, nous allons choisir le président du parti, également le candidat aux élections présidentielles. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a un nom qui circule lorsque vous posez la question aux combattants. Le combattant parle de Félix Tshisekedi. Voilà, madame. Et voudrait porter Félix Tshisekedi comme candidat président de la République, alors qu'on sait que Félix Tshisekedi est en alliance avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui s'est déjà déclaré candidat président de la République. Est-ce que... Non, madame. Félix Tshisekedi est en alliance avec Moïse Katumbi, que je salue par ailleurs, et pour lequel notre combat continue. Il devrait, s'il y avait l'application de cet accord, Moïse Katumbi devrait être à Kinshasa, tout comme Jean-Claude Mouyambo libéré, Eugène Diomi et tous ses amis qui croupissent dans les prisons. Franck Diongo, à titre d'exemple. Mais madame, la plateforme que l'on appelle le Rassemblement, c'est une plateforme qui est non électorale. Nous avions souscrit à l'idée de feu le docteur Étienne Tshisekedi, puis à son âme, qui nous a mis ensemble pour que nous puissions pousser qu'il y ait de l'alternance politique au travers des élections en RDC. Voilà la raison d'être, voilà l'objectif du rassemblement. Quant à devenir une structure électorale, ça, il faudra que nous puissions l'amender, nous puissions nous asseoir et discuter et faire un choix. Est-ce que nous devrions aller avec un candidat unique au présidentiel? Ce n'est pas la question pour l'heure. La question pour l'heure, et le président Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, l'a bien dit, premièrement, obtenons ces élections, obtenons ces garanties, ensuite nous allons pouvoir nous asseoir et discuter. Que M. Moïse Katumbi soit candidat, c'est démocrate. Nous sommes dans une démocratie, c'est un choix. Je rappelle qu'au sein du Rassemblement, il y a également Martin Fayoulou qui aurait été choisi par les CID. Il y en aura peut-être d'autres qui vont sûrement agir, mais nous disons, nous sommes la première force, nous sommes l'UDPS, le premier parti d'opposition à RDC. Je crois que nous avons ici des éléments ou des points qui feraient que notre candidature ne devrait qu'être acceptée par les autres amis. Prenons le cas Moïse Katumbi d'une part, candidat président de la République. Encore faudra qu'il regagne Kinshasa, qu'il revienne dans le pays. Mais soit, dans le cas où il rentrait au pays. Moïse Katumbi, candidat président de la République, vous avez en face de vous le candidat de la majorité présidentielle. Vous avez de l'autre part certains d'autres candidats, mais aussi Félix Tshisekedi. Quelles sont les chances que vous accorderez à Félix Tshisekedi pour être élu président de la République? Est-ce que les Congolais aujourd'hui sont prêts à l'élire comme président de la République? Et pourquoi on l'élirait président de la République? Bonne question, madame. Je dirais d'abord en 2011, Félix Tshisekedi a été massivement élu à Mbujimayi. Plus de 100 000 voix. Et nous osons croire que le travail qui est en train d'être fait et qui sera fait en vue de voir sa victoire finale au présidentiel devrait aboutir. Deuxièmement, nous estimons aussi que les autres candidats, ici je parlerai de la personne de Moïse Katumbi ou encore Martin Fayoulou, qui sont des patriotes, lorsque le temps sera venu et qu'ils ont leur équipe qui font un travail de fourmi, je crois que s'ils suivent les rapports venant de leur comité ou organisation pour les élections, ils le comprendront que l'UDPS est un parti qui est ancré dans le fin fond de la RDC et que pour le battre ou battre son candidat, il faudrait vraiment se lever tôt ou avoir la même organisation. Ici, vous parlez d'une machine qui, depuis 30 ans, fonctionne en RDC. De génération en génération, nous n'allons pas galvauder cela. Je crois que dans une négociation franche, nous ferons passer le message aux uns aux autres pour dire... Une machine qui n'a jamais porté un candidat président de la République. Madame, en 2011, nous avions gagné les élections dans ce pays. Madame, nous avions gagné les élections en 2011 dans ce pays. J'étais aux États-Unis, on l'a appelé flawless result pour dire non, on a été volé. Madame, chargé. On a été volé. Il y a eu des morts dans cette ville. Officiellement, l'organe chargé d'organiser les élections a déclaré Joseph Kabila, candidat élu président de la République. Vous croyez à cet organe, vous?
puisque je n'ai pas de résultats contraires. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas de PV puisque je n'ai pas été observatrice. Puisque je n'ai pas été dans le fin fond du Congo. Merci. Je m'en tiens à ce que la Merci CENI madame, a dit. je me rends compte que vous êtes aussi politique. Je tiens à rappeler ici madame que nous avions, et nous l'avions déclaré bien haut et fort, que c'était nous qui avions remporté ces élections. Pourquoi? Nous avions les résultats et je rappellerai même que une certaine presse, je crois que c'est une presse allemande, avait souscrit et déclaré qu'Étienne Tshisekedi était vainqueur de ces élections. 2011, vous êtes à Kinshasa, je suis à Washington, c'est vrai que je suis de loin, peut-être avec un avantage d'avoir une meilleure couverture. Et le travail a été fait. Et cela aboutit à quoi? Je revois encore ces marches. Et si vos voix ont été volées, comme vous le dites, oui. Quelles sont les garanties que cette CENI vous accorde aujourd'hui pour dire que si, avec cette équipe, nous allons aux élections, le candidat de l'UDPS sera élu président de la République? Merci. Et qu'à lui, on accorderait toutes les voix. Madame, dans les 6 propositions que nous avons déposées aux Nations Unies, il y a celle relative aux réformes. Et nous parlons de la réforme au niveau de la CENI. Quand bien même les gens nous diront aujourd'hui que l'UDPS a au sein de la CENI un représentant, mais ce représentant est devenu incontrôlable. Depuis un temps, nous avions écrit pour lui demander de démissionner. Cela fait quelques années, monsieur ne bouge pas, il y est et son comportement, il n'a plus jamais rendu compte d'une manière ou d'une autre à l'UDPS. Nous estimons que c'est devenu un électron libre. Lorsque nous nous disons que nous allons aller à des élections, ce n'est pas des élections en laissant à monsieur Corneille Nangaa et à la mouvance de monsieur Joseph Kabila les pleins droits de gérer. Pour preuve, regardez qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, ou qu'est-ce qu'ils essaient de faire. Nous amener le vote électronique, qui est même décrié dans certains pays. Semi-électronique. Vous savez, il suffit que vous mettiez un algorithme, quand vous appuyez le 1, c'est le 2 qui sort, et puis voilà, vous êtes volé. Ce sont des choses que n'importe quel informaticien de premier degré pourrait démontrer. Nous savons qu'ici, nos amis d'en face sont en train de tisser une toile pour pouvoir tricher. Je ne vois pas comment, madame, et j'espère que cette fois-ci, il y aura des débats. Un débat télévisé, que les Congolais puissent voir les candidats débattre avec des chiffres. Et qu'il y aura un meilleur contrôle. Non, cette fois-ci, madame, nous sommes organisés. La centrale électorale de l'UDPS est en construction, en gestation. Nous allons avoir des témoins dans tous les coins et recoins. Nous allons avoir le matériel requis. Et c'est la raison pour laquelle nous écumons les différentes capitales européennes et américaines pour avoir les moyens nécessaires, cette fois-ci pour avoir nos témoins aux différents lieux de vote pour qu'ils puissent nous donner en temps utile les informations nécessaires aux résultats. Donc, cette fois-ci, ça va être verrouillé, madame. On a appris de nos échecs 2011. Verrouillé avec cette même commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa? Madame, je vous ai dit que nous parlons de refonte. Ici, quand bien même les techniciens, je crois qu'on peut revoir. Mais vous savez, nous allons revoir d'abord le fichier électoral. Les membres de la CENI, oui. Les membres qui composent la CENI viennent des composantes. Ce sont des composantes qui vont devoir, finalement, à la limite, si le besoin s'impose, procéder au changement. Madame, ce que nous crions, je vous ai donné l'exemple. C'est ce que dit l'accord aussi. Oui, c'est ce que dit l'accord. Mais même au niveau de l'accord, nous avions parlé de la refonte de la CENI. Ça fait partie de nos discussions. Et certains ont du moins la majorité. Refonte totale. Non, on a parlé de refonte parce qu'on voulait. Pas une réforme nous avons totale. même demandé la démission de M. Corneille Nangaa à un certain moment. Et en face, on nous a laissé comprendre, nous laissé entendre que cela était dangereux, qu'une autre personne vienne au beau milieu de cet enrôlement pour s'adapter, et cela prendrait du retard. On s'est dit, il n'y a pas de souci, il peut y aller. Mais nous allons, la révision du fichier, nous allons suivre. Totalement. Et deuxièmement, avant que nous puissions y aller de manière effective, il faudra qu'on puisse faire ici une refonte, qu'on puisse avoir d'autres personnes qui vont aider à ceux qui est un œil regardant. Madame, le danger, c'est lequel? C'est que le pays s'embrase et que les résultats soient contestés. La question de pourquoi élire Félix Tshisekedi président de la République, vous ne l'avez pas répondu. Pourquoi élire Félix Tshisekedi? Je vous dis une chose, madame. Ce n'est pas parce que je suis son porte-parole, simplement. Mais je parle de la personnalité de Félix. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce monsieur qui a un combat de plus de 20 ans. Félix a été de toutes les... D'abord, il a grandi dans l'UDPS. Il a vécu l'UDPS. Il connaît l'UDPS. Et le fait qu'il n'ait jamais eu un seul, je peux dire ici, une seule sollicitation ou bien qu'il ait reçu de son père un coup de pouce pour mériter un poste. Je rappelle qu'il n'est secrétaire général adjoint que les dernières années ici. Il n'a jamais occupé un poste important tel que les finances ou autres où les gens se débattent, ou encore être porte-parole du parti. Deuxièmement, Félix incarne
l'image de son père. Il a intériorisé. Vous discutez avec lui, c'est un homme ouvert. Ouvert à tout un chacun. Il reçoit même aux grandes heures. 22h, 23h, Félix continue de recevoir. Alors qu'il y a des dangers sur sa propre vie. C'est un homme ouvert, c'est un homme qui connaît et qui a vécu du dedans certaines choses et qu'on le veuille ou non, qui a quand même été coaché par son père par rapport à ce qu'il devrait être. Et ici, il a un droit quand même, parce que d'abord c'est un citoyen congolais, et son droit c'est lequel? C'est d'avoir discuté, d'avoir vécu avec son père et de vouloir achever cet héritage en le réussissant lorsqu'il sera demain président de la République. Pour un Congo aussi vaste, le président devra être, entre autres, aussi fédérateur. Oui. Au lendemain de la sortie de son cabinet, vous avez suivi, vous avez eu des pluies, des critiques, rien qu'à voir la composition de son cabinet. Et pour plus d'un Congolais, cela supposait déjà la vision de l'homme. Ça veut dire que je suis là, c'est d'abord moi et ceux qui sont derrière moi, mon clan seulement. Madame, merci pour cette question. Félix Tshisekedi a pour épouse une dame du Kivu. Son directeur de cabinet est du Bandundu. 2. Il n'est même pas membre de l'UDPS. 3. 4. Les personnalités qui ont été citées dans ce cabinet ne représentaient que 40% du cabinet parce qu'il y en a d'autres qu'il devra lui-même désigner. Ça c'est venu bien après. Madame, après toutes ces critiques. Non, madame. Alors il a fallu repenser la plaie, apaiser madame, les tensions. Est-ce que maintenant je vais y arriver. Si vous me laissez une seconde, je vais vous aider. Donc il y a le fait que, par exemple, il n'y a pas un conseil économique. Il n'y a pas un conseil diplomatique dans ce cabinet. Vous verrez qu'il y a plusieurs... Il n'y a pas un conseil chargé de la jeunesse. Ils existent. Il était en consultation pour pouvoir étoffer son cabinet. Les premières personnes... Moi, je travaille avec lui depuis des années. Vous verrez d'autres personnes, par exemple... Les gens partent dans des critiques par rapport à membres du protocole qui est avec Félix depuis des années, qui lui porte des bagages, qui l'amène à l'aéroport. Cette personne est avec lui. Toute celle... Toi, vous êtes déjà venu, madame, plus d'une fois à l'imiter. Qui ne connaît pas madame Élise? Élise est le protocole, a été protocole de son père. Elle est là, elle connaît tout un chacun, elle connaît le personnel. La reprendre dans cette structure qui, par ailleurs, Élise est du Katanga et non du Kasaï. Que l'on arrête de faire ici un faux procès. Pourquoi que l'on cherche les compétences d'abord? C'est la chose la plus importante. Est-ce que les hommes que Félix ait choisis sont-ils compétents? Et ici, ceci me rappelle l'époque où le président Tshisekedi, lorsqu'il fut nommé Premier ministre, lorsqu'il fit son gouvernement, les premières personnes à gerber, c'était les personnes qui étaient autour de lui, parce que lorsqu'il sortit son gouvernement, ceux qui étaient avec lui tous les jours ne s'étaient pas retrouvés dans la liste. Est-ce que 2 ou 3% de cela peut être également le cas? Je peux vous dire oui. D'autres personnes également n'ont pas compris. Le cabinet de Félix Tshisekedi, c'est son cabinet privé. Ce n'est pas celui de Félix Tshisekedi, secrétaire général adjoint à l'UDPS. Ce n'est pas celui de Félix Tshisekedi, président du Rassemblement. Mais ça vous donne déjà une idée? Madame, c'est un cabinet, excusez-moi, c'est un cabinet... Mais ça donne déjà une idée de, madame, de comment il conçoit les choses. Je rappelle ici qu'il y a... Maintenant, écoutez, l'autre élément important. Tout le monde a dit qu'il y a beaucoup de louba. Ça voudrait dire que les autres 16 qui vont arriver, il n'y aura plus de louba. Ça verrouille la porte à beaucoup de gens. Et la contestation, nous pouvons la comprendre. Tout le monde se bat, et c'est avec raison. Mais il n'y a pas que le cabinet. Le pays ne sera pas dirigé simplement par le cabinet. Il y aura d'autres fonctions. Pourquoi tout le monde veut rester à Kinshasa? Pourquoi les gens ne veulent-ils pas aller en Koro ou encore à Kasumbalesa ou bien à Banzamboma? Ce président qui devra être aussi fédérateur, quelles sont les relations aujourd'hui qu'entretient Félix Tshisekedi avec Moubaké Valentin? Madame, Moubaké Valentin s'est soustrait lui-même. Et si je vous le dis, c'est parce que... aujourd'hui, malheureusement, lui connaissant la maison, lui ayant été parmi les personnes qui pouvaient avoir l'oreille de feu le président Etienne Tshisekedi, il n'a pas agi d'une manière correcte vis-à-vis de la mémoire de ce dernier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'un Moubaké, s'il avait été, s'était pas précipité à aller à la cité, au palais de la Nation, espérant être lui nommé Premier ministre, il serait resté aux côtés de Félix et aux côtés de l'UDPS, nous allions pouvoir bénéficier de son expérience. Mais malheureusement, il a voulu précipiter les choses et il connaît le règlement dans l'intérieur de l'UDPS. Il s'est trouvé auto-exclu, tout comme Bruno Tshibala, Dorine Dumbi et tant d'autres.
Aujourd'hui, s'il veut rentrer, il connaît la route, parce que ce n'est pas la première fois qu'il a connu ces difficultés. Je vous rappelle, madame, que pendant un temps, 2 ou 3 ans, M. Moubaké ne rencontrait pas le président Étienne Tshisekedi jusqu'à la première rencontre l'année dernière. J'étais à Bruxelles. Est-ce que ce départ ne fragilise pas le parti? Madame, j'aimerais vous dire, un de partis disent retrouver. C'est vrai que nul n'est indispensable. Exact, madame. Mais l'expertise de tout un chacun est très très importante pour faire avancer le débat au sein d'abord du parti et ensuite trouver des solutions et amener ce combat vers l'aboutissement. Madame, vous avez absolument raison. Maintenant, je dis, il est du chef de M. Moubaké de faire le pas. Parce que c'est lui qui s'est, par son comportement, mis de côté et s'est retrouvé dans une position d'auto-exclu. Je crois qu'il y a quelques 2-3 semaines, il aurait même fait une déclaration pour dire qu'il voudrait rencontrer le président Félix Tshisekedi. Il connaît son numéro de téléphone, les numéros n'ont pas changé. Il peut appeler qui il veut. Je me tiens devant cette caméra pour dire, vous pouvez même m'appeler. Je crois que Félix n'a pas verrouillé. Écoutez tout le monde, il le fera, mais il y aura un mea culpa. Parce que est sorti de la bouche de monsieur Valentin Moubaké certaines méchancetés, certaines monstruosités. Je crois qu'il faudra faire réparation, quand bien même c'est un aîné, mais je crois qu'il y a dans la démarche certaines choses qu'on ne dit pas sur la place publique. On n'injurie pas comme ça gratuitement, on n'éclabousse pas comme ça. Donc il y a une réparation à faire, c'est à lui de devoir le faire, c'est un aîné, il connaît le chemin. Mais j'aimerais dire que les personnes les plus dures à convaincre, ce seront les combattants qui, eux, sont dans une position très tranchée, malheureusement. Abraham Lwakabwanga, merci beaucoup d'être passé sur les antennes de Numérica Télévision. Finalement, il va falloir trouver le juste milieu parce que on a l'impression pour certains que finalement, vous naviguez à vue. Vous ne voulez pas voir la réalité en face, alors qu'au 31 décembre, nous allons nous retrouver sur ce plateau. Et si Joseph Kabila était encore président de la République, vous ferez quoi? Vous donnerez votre main à couper? Madame, j'aurais voulu, vous savez, nous avons passé ce temps, excusez-moi, je voudrais quand même revenir en arrière. Nous avons parlé tout le monde, mais quid de l'enterrement de notre président? Ça, c'est un élément. Vous savez, un élément probant, un élément fort, qui ici nous montre la mauvaise volonté des gens qui sont en face de nous. Et cela nous montre même la méchanceté, je pèse mes mots, de ce gouvernement. Maman Marthe, veuve de son État, s'est levée pour faire une déclaration dans une chaîne étrangère. Déjà. Demandant, et les gens réagissent. Je vous rappelle que Bruno Tshibala lui-même, Premier ministre qu'il est, il y a 3 semaines, un mois, il a fait une déclaration encore sur une chaîne privée pour dire qu'il allait, dans les jours à venir, enterrer Étienne Tshisekedi. Où en sommes-nous? Tout cela, ce sont des signes qui démontrent la nature de l'homme congolais. Mais malheureusement, pour eux, le peuple va se prendre en charge. Et croyez-moi, madame, les échos que nous entendons, ce que nous recevons des bases, parce que ce n'est pas simplement ce Kinshasa, nous démontre ici qu'il y a une volonté. Le peuple en a, excusez-moi du terme, marre, parce que c'est nous qui, en 2016, avions désamorcé la bombe. Souvenez-vous, le président Étienne Tshisekedi, le 19 décembre, je me tenais devant lui avec une caméra, dira, nous allons accorder une chance à la démocratie et nous allons aller continuer les démarches à la Cinco pour trouver un compromis. Le carton rouge, il avait toujours gardé, nous l'avons toujours en main. Cette fois-ci, il sortira 31 décembre 2017. Exit M. Joseph Kabila et le pays va avancer avec nous allons nous organiser autour des concertations, trouver un homme de la société civile qui pourra, d'une manière consensuelle, conduire le pays pour une courte transition qui va nous garantir que nous voulons aller aux élections. C'est ça notre problème. Personnalité de la société civile qui sera désignée par qui? Par les personnes qui seront tout autour de les personnalités de la... Quel mandat légal? Madame, nous nous sommes retrouvés à la Cinco. Excusez-moi, nous sommes retrouvés à la Cinco. C'est nous qui avions remis en scène. L'accord ne le dit pas. Madame, nous avons remis en scène. L'accord ne dit pas que s'il n'y a pas élection, c'est un Madame, président ici, c'est une de la société civile ici, qui remplace le président Madame, de la République. Ici, c'est une proposition. L'accord ne le dit pas ainsi. Madame, mais d'accord, mais que dit l'accord? Que nous devions aller aux élections? Nous n'y sommes pas. Et à première vue, les délais donc nous sommes prescrits au niveau de l'accord vont être dépassés parce qu'il y a une volonté ici de ne pas aller aux élections. Nous disons, comme nous avions été signataires, nous ne le mettons pas. Qui n'est pas dit dans l'accord parce que ça ne va pas être applicable. Mais cette solution, elle est, madame, déjà le format, elle n'est peut-être pas dans l'accord. Qui va convoquer, peut-être, disons, cette réunion pour désigner ce président de la société civile? Quel soubassement juridique? Quel mandat ils ont? Tous ceux qui ont des mandats électifs en RDC. L'appel à candidature, ça se fera comment? Tout ça, est-ce que vous avez évalué? Est-ce que vous avez réfléchi autour de cette question? Aussi, madame, nous y avons réfléchi déjà depuis le 4 octobre 2016. Nous avions fait une proposition avant d'aller à la Cinco, ça s'appelait l'état d'urgence.
que nous proposions de pouvoir gérer le pays à partir de 2017, sachant qu'au 19 décembre 2016, à minuit, Joseph Kabila n'allait plus être président de la République. Nous y avons réfléchi. Aujourd'hui, nous disons quoi? C'est un plan de sortie de crise. Nous allons faire tabula rasa. Nous disons bien tabula rasa. Monsieur Joseph Kabila, nous vous demandons de pouvoir démissionner. Vous avez géré ce pays. Vous savez qu'il n'y a aucun artifice parce que dans l'accord, il ne peut pas changer, modifier la Constitution. Il ne peut pas avoir un troisième mandat. Il ne peut rien faire. Pourquoi vous gardez plus longtemps? Étant donné que votre mandat est terminé, nous vous avions reconduit, vous n'avez pas respecté les règles du jeu, mettez-vous de côté. Nous appelons nos amis la majorité, la société civile et autres, la même manière qu'on s'est retrouvés, il y aura un format, la communauté internationale, la Cinco et les autres églises, on s'assied pour dire voilà, la personnalité qui vient... C'est un troisième dialogue finalement. Non, c'est une concertation ou bref, un lit solo si on peut l'appeler, parce que chaque fois qu'on va au dialogue, Joseph Kabila nous dribble. Merci beaucoup d'être venu commenter l'actualité avec nous. Ainsi se termine ce nouveau numéro du magazine Noticia sur les antennes de Numérica. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Si Dieu nous prête vie, prenez soin de vous et très bonne suite de programme.